Merci à tous de nous avoir rejoints. Je vais vous montrer donc comment ça fonctionne. Donc pour ça, vous avez tous ceux qui ont aujourd'hui du Office 365 ou du Dynamics 365 aujourd'hui au sein d'une entreprise. Dès lors que vous avez ce type d'outil de déployer, vous avez tous aujourd'hui une console qui s'appelle admin.powerplatform.microsoft.com. D'accord? L'idée, c'est quoi? C'est que vous allez y retrouver les X environnements que vous avez. Donc, ça va être des environnements CRM, des environnements ERP, des environnements Power Apps. L'idée, c'est quoi? C'est qu'un environnement est un espace que vous mettez à disposition d'utilisateurs, donc des power users, d'accord, pour pouvoir créer leur applicatif. Vous pouvez très bien faire en sorte d'isoler complètement cette création d'environnement de telle manière à ce que ça ne parte pas dans tous les sens et que, comment dire, chaque power user à son environnement et c'est vous qui maîtrisez justement cette création d'environnement. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a pas de limite technique à pouvoir créer des environnements au sein justement d'un tenant online. Ensuite, vous allez avoir, comme on le voit juste en dessous, une partie centre d'administration qui va regrouper justement la partie Dynamics 365, la partie Flow, la partie Power Apps et la partie Power BI. Donc c'est vraiment la partie Power Platform, la convergence de ces quatre outils-là, d'accord? Et on verra un peu plus loin également Office 365 et Microsoft 365. Si je descends un peu plus dans le détail de la partie Flow, donc là, vous avez directement donc une console justement qui vous permet de gérer vos flux dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que quelqu'un, donc un power user à qui vous lui avez donné les droits, à qui vous lui avez justement donné accès à cette plateforme-là, donc c'est pas tout le monde au sein d'une entreprise, sinon à un moment donné, ça peut être compliqué, a accès justement à cette console dans lequel vous allez retrouver donc un portail qui va justement aider l'utilisateur, le guider. D'accord? Donc c'est très facile, c'est très intuitif. Vous allez avoir ici donc les différents services qui sont disponibles, des services Microsoft ou non. Vous retrouvez notamment du Dropbox, vous allez retrouver du Wunderlist et vous allez retrouver notamment d'autres outils type Salesforce ou du Twilio ou du Zendesk. Et ensuite, comment ça marche? Vous allez avoir ici la possibilité de créer des flux. Et Microsoft met à disposition, sortie de boîte, d'accord, directement des templates. Templates qui sont très faciles à pouvoir justement consommer, dans le sens où vous définissez est-ce que vous voulez faire des flux de données de type approbation, des flux de données liés à la partie calendrier, plutôt liés à des mails, ou vous pouvez ici directement taper par exemple Dynamics 365. Et là, il va vous mettre tous les flux, tous les templates qui existent avec Dynamics 365. D'accord? Donc, par exemple, ici, vous allez avoir de la création de contacts. Vous allez ici avoir un mail qui est envoyé de façon automatique hebdomadaire avec l'ensemble des opportunités du CRM. Donc, vous voyez, vous allez avoir un ensemble de flux qui sont mis à disposition justement de power users plutôt que de partir dans tous les sens et de se retrouver face à une boîte vide. L'utilisateur est guidé. D'accord? Et c'est très simpliste. Si je vous montre concrètement comment ça fonctionne, si vous voulez démarrer à blanc en termes de workflow, vous allez avoir ici trois types de flows. Vous allez avoir des flows automatisés. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez un trigger, un déclencheur qui va faire que la donnée va transiter d'un système A à un système B. D'accord? Vous allez avoir ici des flux instantanés. L'idée, c'est quoi? C'est que vous avez un bouton où c'est vous qui déclenchez manuellement justement le flux. Et c'est pas un déclenchement événementiel lié à un changement d'une donnée. Et enfin, le dernier, vous allez avoir la possibilité de faire ici des flux planifiés. Donc, le fait de recevoir, par exemple, un report, un mail, tous les lundis matins lors d'une réunion commerciale, par exemple. Si on part dans les flux automatisés, comment ça fonctionne? Vous lui donnez donc un petit nom. Et ensuite, vous définissez quel est le déclencheur, d'où je pars, d'où mon flux va s'exécuter. Par exemple, on va mettre Dynamics 365. Voilà. Et là, je vais lui dire, lorsqu'un enregistrement est créé, et là, vous voyez au passage que vous êtes directement sur le Common Data Service, d'accord? Donc, la fameuse couche basse, justement, du service CRM. Donc, je sélectionne mon déclencheur, je fais créer. Et après, c'est très simple. Vous voyez, il y a en fait un éditeur graphique qui est mis à disposition de l'utilisateur. On lui dit, OK, j'ai bien compris que tu veux partir. Ton déclencheur, c'est la création d'un enregistrement. De quel environnement tu veux partir? Est-ce que c'est une dev? Est-ce que c'est une prod? Est-ce que c'est un CRM? Est-ce que c'est Power Apps? Donc, quel est l'environnement que vous voulez consommer? D'accord? Moi, par exemple, je vais le faire ici sur un environnement de développement. Ensuite, ici, quelle est l'entité?
Et là, l'entité que vous avez, c'est directement l'entité du Common Data Model, qui est ni plus ni moins que l'entité, par exemple ici, compte, que vous avez également dans votre CRM. Donc la fameuse normalisation des données au sein de l'entreprise. Et enfin, la portée. Est-ce que c'est un flux qui est exécuté par un utilisateur? Est-ce que c'est un flux qui est exécuté au sein de toute la partie business unit, donc une sous-division de mon entreprise, ou l'organisation, toute l'entreprise en elle-même? D'accord? Je vais mettre par exemple l'organisation. Une fois que j'ai mis mon déclencheur, je viens définir une nouvelle étape. L'idée, c'est quoi? C'est qu'une fois que j'ai mon déclencheur, il faut bien que je définisse des actions. Et les actions, je vais en avoir plusieurs. Donc, vous voyez, ici, j'ai des actions qui sont prédéfinies. D'accord? Donc, un contrôle, par exemple, donc une condition, une planification, une requête. Et je vais avoir la possibilité d'avoir ici hop, des actions. Si je sélectionne, par exemple, Excel Online, je vais avoir ici un flux qui va me permettre de dire, lorsque je crée une donnée, viens également écrire dans un fichier Excel. Pourquoi pas? D'accord? Donc, vous voyez, c'est très simple. C'est très, très simple. Pour vous montrer concrètement un flux que j'ai créé juste avant, vous allez avoir un exemple qui va vous parler assez vite, je pense. Là, ici, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que quand j'ai un enregistrement donc, qui est mis à jour, donc au hasard, donc une demande, donc un incident, un litige, un case qui est stocké dans mon CRM, j'ai mis une condition qui dit si mon incident est clôturé, d'accord? Et là, j'ai si c'est oui, si c'est non, alors récupère l'enregistrement client qui est associé à cet incident, donc ce litige qui va bien, d'accord? Et je lui dis ensuite, par rapport au courrier électronique du compte, donc du client qui était lié au litige, envoie-lui une enquête de satisfaction. Là où ça devient intéressant, c'est que pour les personnes qui ont déjà vu ou qui connaissent un petit peu Dynamics CRM, vous aviez une notion de workflow qui existe encore aujourd'hui, où vous étiez forcément en train de faire une action, donc un déclencheur, qui était au sein du CRM et qui ne pouvait pas sortir du CRM. Vous étiez forcément dans le même contexte du service. Là, vraiment, si on prend un peu de hauteur pour reprendre ce que je disais au tout début, l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez une donnée qui doit forcément transiter d'un système A à un système B. Donc, vous sortez du CRM. Vous voyez ici mon déclencheur, je pars bien en haut de mon CRM, d'accord, qui est bien présent dans mon Common Data Model, qui ensuite va envoyer une information à Forms. Ici, c'est Forms, qui va me servir pour faire une enquête de satisfaction. Et si je voulais, je pourrais très bien dire de rajouter une action et de dire, ben, je veux récupérer la réponse de l'enquête de satisfaction qui est écrite dans Forms pour la venir réinjecter dans mon CRM. D'accord? Donc, on raisonne vraiment données, on raisonne vraiment processus. On raisonne plus, entre guillemets, solution de j'ai ma donnée dans mon CRM et je reste dans le giron de mon CRM. Là, l'idée, c'est que j'ai une donnée, elle doit servir à X services dans l'entreprise et du coup, elle doit transiter potentiellement entre X services ou X applicatifs différents. Et là, encore une fois, pourquoi on parle de power user, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est responsable de domaine ou qui est justement key user, vous pouvez lui mettre à disposition cet outil-là, parce que vous voyez, c'est très simpliste. Il n'y a rien d'exotique, il est guidé, il y a une trame, et c'est un outil graphique qui va l'aider, en tout cas, dans sa démarche. Donc ça, c'est la partie flow. Je fais juste un petit aparté sur justement la partie menu de flow, que on verra tout à l'heure, qui se retrouve également dans Power Apps. Vous allez retrouver ici la notion d'entité. La notion d'entité, si je descends dans le détail, voilà. C'est là où vous retrouvez en fait le Common Data Model. Donc vous allez retrouver toutes les tables, donc les comptes, les contacts, etc., etc. Donc des tables qui sont normalisées, mises à disposition par Microsoft et qui sont normalisées. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais dans le slide précédent, Open Data Initiative avec Adobe et SAP. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, il y a une norme qui est mise à disposition par SAP, par Microsoft Adobe, permettant de faire transiter des données de SAP, par exemple si j'ai SAP en ERP, à mon CRM Microsoft via le Common Data Model et via le Common Data Service au travers de ces métadonnées qui sont mises à disposition. Et l'intérêt derrière aussi, c'est que si vous avez besoin d'étendre ce modèle-là parce que vous avez un usage au sein de l'entreprise qui le nécessite, vous avez latitude à créer vos propres entités, à surcharger le modèle qui est mis à disposition. Si je vous montre maintenant un petit peu Power Apps,
Donc l'idée, encore une fois, Power Apps, plateforme de création d'applicatifs à disposition de Power User, d'accord? Imaginons, je prends un cas d'usage. J'ai aujourd'hui un CRM, j'ai des commerciaux sur le terrain et aujourd'hui, ils récupèrent des cartes de visite et ils sont obligés de ressaisir ces cartes de visite-là dans leur CRM. Ou vous allez me dire, bah, pas forcément, parce qu'il y a Camcard qui existe sur le marché et Camcard permet de le faire. Oui, sauf qu'inconvénient, c'est que Camcard va venir écrire dans Outlook et depuis Outlook, il va falloir ensuite qu'il remonte dans son CRM. L'intérêt de Power Apps, c'est quoi? C'est qu'ici, si je vais sur mon environnement de développement, de production, pardon, excusez-moi. J'ai une petite application que j'ai créée qui s'appelle carte de visite. Là, je la lance depuis un navigateur, mais je pourrais très bien la lancer depuis une tablette, je pourrais très bien la lancer depuis un téléphone mobile, d'accord? C'est une petite application, je vais vous montrer après comment je l'ai conçue. C'est très simple. Ici, vous avez un composant qui est en fait un composant donc d'IA mis à disposition par Microsoft. Donc vous avez, on verra tout à l'heure comment ça se paramètre, c'est vraiment très simple, qui en fait permet à l'utilisateur de prendre une photo depuis son téléphone mobile. Donc là, c'est ce que je viens de faire, je viens de récupérer une photo. Ensuite, ce que fait l'IA, il analyse en fait le contenu de la photo. Il voit, vous allez voir juste après dans quelques instants, qu'il détecte qu'il y a une carte de visite dedans, qui pré-trame les champs en dessous et les pré-remplit. Et ensuite, il est même capable de stocker l'image ou stocker la photo de la carte de visite dans le CRM si besoin. D'accord? Voilà. Et là, vous voyez, il a directement détouré la photo, il a pré-rempli automatiquement les champs, d'accord? Et là, je peux cliquer sur CRM et il va aller directement dans mon CRM. Donc, en 2 clics, j'ai créé un contact, donc j'ai pris une photo et j'ai créé un contact dans mon CRM. D'accord? Donc, vous voyez, c'est très simple. Comment ça marche concrètement en termes de paramétrage? Voilà. Donc là, en fait, vous avez directement donc un éditeur qui est dans votre navigateur qui vous permet justement donc de créer ces petites applications-là. L'idée, c'est quoi? C'est que vous allez avoir ici la possibilité de définir vos sources de données. On verra tout à l'heure que les sources de données, c'est pas open bar, dans le sens où une DSI ou qui veut justement maîtriser ce type d'usage va pouvoir dire, OK, j'autorise des gens à créer des applicatifs, mais attention, je ne leur autorise que tel type de source de données. Donc, pour éviter, par exemple, que quelqu'un aille attaquer, imaginons, les données financières d'un ERP, par exemple. D'accord? Donc, on le verra tout à l'heure. Comment ça fonctionne? C'est très simple à nouveau. Je vais récupérer mon petit connecteur qui va bien. Donc, vous pouvez aussi faire en sorte de bloquer, bloquer la création de nouvelles connexions et, en tant que DSI, les centraliser. D'accord? Pour éviter que tout le monde crée sa petite connexion qui va bien et puis le jour où l'application fonctionne, qu'elle est utilisée par 50 personnes et que la personne quitte l'entreprise et que c'est son login mot de passe qui est stocké ici, ben, l'application fonctionne plus. D'accord? Donc, vous pouvez aussi faire en sorte de mettre à disposition des connecteurs. Là, vous voyez, moi, c'est des connecteurs que j'ai pré-paramétrés avec différents identifiants dedans. D'accord? En général, on essaie de mettre des comptes de service et on évite de mettre des utilisateurs nommés ni plus ni moins. Okay. Une fois que j'ai mis donc mon connecteur, je choisis mon environnement. Donc un environnement de dev, de prod, d'accord? Donc par exemple ici la dev, et je choisis ici la source de données. Quelle est la table que je veux l'attaquer? Par exemple, je vais prendre la table des comptes. Je fais se connecter. Et là, j'ai 2 sources de données désormais. J'ai la source de données pour les prospects et la source de données pour les comptes. D'accord? Ensuite, si je veux ajouter un écran, vous allez avoir ici donc des templates qui sont pré-paramétrés. Là où ça devient intéressant également, c'est que vos templates, ils sont pré-paramétrés pour un usage dans un navigateur comme je l'ai fait juste avant, mais également pour un usage mobile et également un usage tablette. Donc la personne n'a pas besoin de se dire attention, il faut que j'imagine ou que je prenne en charge la partie mobilité. Non, il a l'attitude de pouvoir le faire. D'accord? Et c'est automatiquement prévu dans la solution, dans la plateforme. Pareil, vous avez des templates. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir des écrans qui sont prédéfinis pour lui permettre d'aller vite en termes de paramétrage. Typiquement, des listes de données. Typiquement, ici, un écran de confirmation de création de données ou de validation que la donnée est bien partie dans le CRM. Ici, la possibilité de faire de la rédaction d'emails. D'accord? Des calendriers, des formulaires, etc.
Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on perd tous un temps infini quand on développe une applicatif en spécifique à faire donc le traitement, les processus, le développement, l'algorithme qui va bien, mais on ne pense jamais à l'ergonomie, on ne pense jamais à la partie mobilité, on ne pense jamais à l'usage. Très rarement, beaucoup trop rarement. Là, l'intérêt de tout ça, c'est que vous avez directement des composants qui sont pré-packagés, construits, pardon, et qui fonctionnent dans un navigateur, téléphone, tablette. Okay. Ensuite, une fois que j'ai mon écran, vous allez avoir la latitude de pouvoir insérer des contrôles. Mes contrôles, je vais avoir des étiquettes, donc du texte entre guillemets en dur ou du texte dynamique, des boutons, d'accord, des zones de saisie, des contrôles également de type liste déroulante, des boutons curseurs, des zones d'évaluation, etc., etc. Des vignettes Power BI. Par exemple, si vous voulez mettre à disposition un indicateur qui est construit dans Power BI en mobilité dans un usage mobile, vous pouvez le faire, d'accord? Du Forms, du PDF, etc., etc. Et ensuite, une fois que j'ai fait insérer mon contrôle, c'est très simple, il vient s'ajouter ici dans ma petite barre sur la partie gauche et je fais du glisser-déposer. Pour un exemple, ici, j'ai ma zone de saisie d'entreprise que je vous ai montré juste avant et je vais pouvoir le glisser-déposer en haut, à gauche, à droite, etc., etc. D'accord? Et sur mon bouton donc, Go to CRM, ici, vous allez avoir une fenêtre de fonction. Alors, Microsoft a été intelligent sur ce point-là, dans le sens où on retrouve exactement la même logique que Excel. Hein. Ici, vous avez une zone en fait fonction avec un langage, avec une intelligence et justement des paramètres qui vont bien. D'accord? C'est très simple dans le sens où vous avez juste à passer votre curseur dessus et vous allez avoir justement l'intelligence qui va bien. Il va vous dire, bah, OK, je sais que pour telle fonction, il faut que tu passes tel paramètre. D'accord? Ici, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, crée-moi un prospect. D'accord? Et l'enregistrement prospect doit avoir pour paramètre hop, telle métadonnée. Donc la métadonnée nom, qui est une métadonnée du Common Data Model, qui doit être remplie par la zone de saisie. Et vous voyez, vous avez des codes couleurs, donc qui guident également encore une fois l'utilisateur. Le champ nom qui est ici en orange, donc qui correspond à cette zone de saisie. D'accord? Et là, vous avez complètement la latitude de pouvoir justement fonctionner à la sauce Excel, à la sauce VBA. Aujourd'hui, les utilisateurs connaissent et utilisent. D'accord? Pareil, vous allez avoir ici sur la partie gauche, ici, la possibilité de définir les propriétés du composant. Je prends un exemple. Ici, ma zone, mon bouton. Je vais pouvoir dire sur le onSelect, donc si quelqu'un clique dessus, déclenche telle action. Mais je peux très bien aussi dire hop, que la couleur du bouton quand quelqu'un appuie dessus change en bleu ou en rouge ou en vert. D'accord? Etc., etc. Donc là, ici, vous allez avoir toutes les propriétés de votre composant. OK? Donc ça, c'est la partie Power Apps. L'idée, en tout cas, c'est que vous allez avoir ici la possibilité d'avoir un ensemble de contrôles pour construire votre applicatif. Ici, la possibilité de le visualiser. Donc, pas besoin de se dire, faut que je pense à mettre en production, le mettre à tel endroit, etc. Non. En fait, vous êtes en train de construire votre applicatif. Au fur et à mesure que vous faites votre applicatif, vous le voyez apparaître à l'écran et en plus, vous pouvez l'exécuter. Vous voyez? Là, je peux directement l'utiliser. J'ai pas fait de livraison. Je suis bien dans mon environnement de développement. Et derrière, je suis en train de le visualiser. Je suis déjà en train de commencer à le consommer. Et vous avez également ici un petit outil qui est mis à disposition par Microsoft qui vérifie que vous avez respecté les bonnes pratiques. D'accord? Qui vérifie que ce que vous avez injecté en termes de fonctions, en termes de code ici est correct. D'accord? Et là, vous voyez, par exemple, que j'ai un message d'erreur sur justement ma formule, vous avez dû le voir juste avant, ici, qui me dit que dans ma formule, j'ai des caractères qui sont inattendus, j'ai ici une métadonnée nom qui n'est pas correcte dans mon composant, d'accord, etc., etc. Donc tout ça, ça va guider l'utilisateur, d'accord. Et les erreurs se préconstruisent au fur et à mesure que vous constituez votre applicatif. C'est-à-dire que s'il y a une erreur, vous attendez pas de la livrer, de l'exécuter, de la tester, de la recéter. Non, c'est vous construisez une fonction, vous construisez un applicatif et au fur et à mesure, vous la voyez apparaître à l'écran, vous voyez les erreurs qu'il y a, vous voyez si vous avez respecté les bonnes pratiques et vous pouvez déjà la mettre à disposition d'utilisateurs pour la recéter. Donc c'est un gain de temps. Et là, encore une fois, où un power user prend complètement son sens, c'est que il devient acteur. C'est-à-dire qu'avant, il vous exprimait un besoin, et puis vous partiez avec les spécifications, voire vous les rédigiez, et ensuite vous revenez le voir pour valider. Non,
Là, vous lui mettez à disposition une plateforme où lui peut exprimer son besoin et le réaliser. Un gain de temps, d'accord? Autre usage qu'on a très fréquemment, quand vous avez des salons, vous avez comment dire, des événements à l'extérieur de l'entreprise, très souvent, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec des fichiers Excel, les gens remplissent du Excel, et puis après, il faut les réinjecter dans un outil type CRM ou autre pour pouvoir recontacter justement les participants du salon. C'est une perte de temps et c'est déceptif pour tout le monde. C'est déceptif pour justement une cellule marketing parce qu'aujourd'hui, il y a de la ressaisie à faire, risque de qualité de données, etc., etc. C'est déceptif si jamais la personne va voir une DSI parce que la DSI va potentiellement lui dire, c'est drôle, mais ton Excel, il respecte pas le format d'import, donc ça ne marchera pas. Alors que s'il avait créé un petit applicatif qui allait bien et que justement il était directement branché sur son CRM, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant dans le sens où le marketing a son petit applicatif et a pu le développer ou l'adapter à ses besoins. Ces données sont directement consommables dans son CRM et la DSI a pu justement faire en sorte d'accompagner le métier, de s'assurer que les bonnes pratiques sont respectées et de s'assurer que justement, c'est pas tout le monde qui fait n'importe quoi dans tous les sens. Je vais vous le montrer juste après. Pour ça, justement, si je reviens pour la partie analytics avant de passer à la partie questions-réponses, sur la partie analytics, en fait, Microsoft a fait en sorte d'investir massivement sur deux axes. Un axe qui va être justement sur, OK, les gens peuvent avoir un outil qui permet de faire du glisser-déposer, permet de faire des modifications à la volée, permet de le consommer, comment dire, comme ils le souhaitent. Pour autant, vous allez avoir en fait une notion de gestion de solution, de package, qui va permettre à chaque fois que quelqu'un fait une modification, de le versionner. Je vous prends un exemple. Ici, mon petit applicatif Power Apps que je vous ai montré juste avant. Hop. Pardon, excusez-moi. Voilà. Vous voyez en fait qui en est le propriétaire, vous voyez quand ça a été créé, qui l'a modifié, vous avez le lien vers l'applicatif, d'accord? Et vous avez également toutes les versions. Donc moi, j'ai rien géré, hein. En tant que power user, je me suis pas occupé de ça. Par contre, Microsoft a mis à disposition justement à chaque fois que quelqu'un fait une action, si jamais il y a erreur ou il casse entre guillemets un applicatif, la personne peut revenir en arrière. Il y a à chaque fois du versionning. De la même manière, je sais quelles sont les connexions qui sont consommées au niveau de mon applicatif. Je sais quels sont les flux, donc les flows, qui potentiellement sont consommés par mon applicatif. Et j'ai de l'analytique derrière. Analytique qui va me permettre de savoir l'usage qu'en est fait de cette application. Vous vous souvenez de ce que je vous disais au début, c'est que très, très souvent, et on a trop connu le fait que tout le monde faisait du Excel dans tous les sens et ça partait dans tous les sens. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on savait pas qui faisait quoi et qui consommait et où et quoi et comment. Là, vous avez directement en fait la possibilité de tracer l'usage, les performances et l'emplacement d'usage de l'applicatif. D'accord? Et ça sur un timing. Ce qui va permettre de voir si l'applicatif est utilisé sur un navigateur, sur un téléphone mobile, est-ce que c'est utilisé au sein de l'entreprise, est-ce que c'est utilisé à l'extérieur, est-ce que l'applicatif a des problématiques de performance parce qu'il y a trop de données qui sont chargées dedans. Et ça, aujourd'hui, un power user, il va pas forcément avoir en tête ces notions de performance. Par contre, une DSI va être capable de suivre, de tracer et d'aider son power user, justement, à pouvoir corriger le tir, à pouvoir justement l'amener dans la bonne direction par rapport à ça. D'accord? De la même manière, du coup, si je reviens sur ma partie, mon administration centrale Power Platform, vous allez avoir ici un tracking donc de l'analytique sur Flow. L'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en fait, on peut faire du flow dans tous les sens, de tous les côtés, comme vous l'avez vu, et c'est très simple et c'est hyper accessible pour des power users. Pour autant, on a peut-être envie de savoir qu'est-ce qui est fait. On a peut-être envie de savoir comment ça tourne. Est-ce qu'il y a des messages d'erreur? Est-ce qu'il y a un usage qui dérive? Là, l'idée, en fait, c'est que vous avez la possibilité de dire, OK, sur tel environnement, je veux voir ce qui se passe depuis X temps, d'accord? Et j'ai ici un graphique donc Power BI qui est mis à disposition, que je peux télécharger si nécessaire pour pouvoir rentrer dans le détail de la donnée qui est derrière. Et je peux voir justement le nombre de déclenchements de mon flow. Je peux voir combien de fois par semaine ça tourne, combien de fois par mois ça tourne, quel est l'usage qui en est fait. Donc, OK, j'ai ce flow-là, mais où est-ce qu'il est consommé? D'accord? Est-ce qu'il est consommé dans un applicatif? Est-ce qu'il est consommé parce que, il y a un trigger? Est-ce qu'il est consommé parce que scheduling?
Ici, vous allez avoir ici toute la partie tracking aussi des flux qui ont été créés. Donc, tous les flows qui ont été créés, le trend donc, pour voir si effectivement les gens se sont appropriés la solution et le consomment, le nombre d'erreurs qu'il peut y avoir, etc., etc., les partages qui en sont faits, d'accord, et les connecteurs qui sont derrière. Vous allez avoir également la possibilité de tracer justement les connecteurs qui sont consommés par les différents flows, d'accord. Voir s'il n'y a pas quelqu'un, par exemple, au hasard, qui a fait un petit flow avec une Dropbox qu'il a dans son coin à titre personnel. D'accord? Et ça, vous pouvez le tracer. Pareil sur du Power Apps. Ce que je vous montrais juste avant est valable. C'est-à-dire que vous allez avoir la même logique sur quel est l'usage qu'en est fait de mon applicatif, quels sont les emplacements, la performance qui est faite et justement les problématiques d'accès à la donnée. D'accord? Et là où ça devient intéressant également, je vous disais avant que pour éviter que ça parte dans tous les sens et que justement des gens puissent accéder à, comment dire, aux données financières, par exemple, d'un ERP, vous avez ici la possibilité de mettre des stratégies de données. Je m'explique. La stratégie de données, en fait, va vous permettre, comme l'URL l'affiche, de définir les politiques d'accès aux API. Politique d'accès aux API, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous définissez donc une stratégie. Par exemple, ici, j'en ai défini une. Et je dis que, on va le voir dans 2 secondes. Je dis que pour un environnement ou pour tous les environnements ou pour certains environnements que je sélectionne, voilà, je vais ici, et là je sélectionne les environnements que je souhaite. Hop. Quelle est la politique d'accès aux données que j'autorise? Là, par exemple, j'ai fait une politique d'accès aux données qui me permet d'attaquer que du Dynamics 365, d'accord, au sens CRM du terme. OK? Et là, vous voyez en dessous, tous les autres connecteurs qui sont mis à disposition qui sont automatiquement bloqués. L'idée étant d'éviter justement que sur des environnements que l'on crée dans tous les sens, on accède à tous les connecteurs et qu'on puisse faire sortir de la donnée de l'entreprise. Exemple, l'histoire du Dropbox que je vous disais juste avant. Ça serait trop facile sinon de faire un flow qui génère un fichier Excel qui sort la liste de l'ensemble des opportunités ou l'ensemble de la base client qui est présente dans le CRM et l'envoyer sur un Dropbox ou un OneDrive perso d'une personne. Ça serait beaucoup trop risqué. D'accord? Donc, vous voyez, par défaut, la politique de sécurité bloque tous les connecteurs. Et ensuite, c'est vous qui venez rajouter justement les connecteurs que vous autorisez sur un environnement donné. D'accord? D'où l'importance de bien définir cette notion de politique d'accès aux API, d'où l'importance de bien suivre les environnements qui sont créés. Aujourd'hui, par retour d'expérience, on peut mettre à disposition des environnements aux utilisateurs, ça pas de souci. Par contre, autoriser des power users à créer des environnements dans tous les sens et à créer des politiques de sécurité, vous imaginez bien que ça devient vite le bazar et c'est très très risqué au sein d'une entreprise. D'accord? Pour autant, à partir du moment où vous avez mis, et c'est ça le plus important avec la partie Power Platform, un système de gouvernance au sein de l'entreprise, et c'est ça le plus important aujourd'hui, la partie Power Platform, c'est la gouvernance qui définit des règles d'usage, qui définit des processus de création d'environnement. Après, une fois que l'environnement est créé, vous savez que le Power User, il est dans un environnement qui est isolé. Vous savez qu'il va pouvoir créer des applicatifs, très bien, mais il ne va pas venir polluer un environnement de production. Il ne va pas venir attaquer, comme je le disais juste avant, des données financières de l'ERP comme il le souhaite. C'est pas possible. D'accord? À partir du moment où vous avez mis ce système de gouvernance et que justement, au sein d'une DSI, vous êtes structuré de telle manière à accompagner ces fameux power users. Par contre, là où on a vraiment sur un changement de philosophie, c'est que c'est plus la DSI qui agit seule, c'est vraiment le key user, le power user qui rentre en ligne de compte et qui peut justement être acteur de son besoin.